Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce live de Impact Wrestlers, le premier qu'on fait, vous nous avez déjà entendu faire un live je pense de Late Night Wrestlers par le passé. Et donc là cette fois-ci en période de Coupe du Monde, ben, ne chôme pas, on regarde aussi du catch et donc on va parler TNA avec Slammiversary, le podcast, le pay-per-view qui est traditionnellement anniversaire de la TNA, donc le 12e. Et avec moi le spécialiste TNA de l'Alsace, Seb. Salut Seb. Bonsoir à tous, présent comme toujours pour les numéros de TNA et pour la première fois en live, ça fait plaisir. Eh oui, en effet, il y aura pas mal de choses à dire. Et puis, cette fois-ci, on a un novice de la TNA qui ne la regarde pas beaucoup et que vous, Ah, c'est la que vous avez TNA. l'habitude d'entendre. Oui, oui, c'est Pierre. Salut Pierre, oui. Je pensais que je devais regarder la ROH. Ah merde. Bon, ouais, salut à tous. Non, c'est Oui, bon, oui, bon. j'ai regardé le bon Quoique, il y a pay-per-view, quelques quand même. noms, attention, il y a quelques noms qui ont évolué aussi à la ROH, c'est vrai, ouais, donc ça peut. Même dans ta vanne, t'arrives à, à bien trouver, donc ça va. Et oui, moi c'est Bruce, tu sais, je m'étais même pas présenté, donc quand même ça le fait pas. Et donc programme, il y aura donc Saint-Versary et puis bon, on reviendra brièvement sur quelques brèves, d'où le nom brève, parce que mine de rien, la TNA veut faire un tout petit peu le buzz ces temps-ci, donc on va voir ça, tout cela dans l'heure qui vient, voilà. À tout de suite, hein, avec le theme song. Et donc nous revoilà pour parler donc de Saint-Versary 12 qui se déroulait donc au College Park Center d'Arlington au Texas. Et donc sans transition, donc on commence par le début parce que bien sûr à TNA ça fait depuis un moment qu'il n'y a plus de pré-show. Avec déjà la table des présentateurs français, Sylvain Varigny et Grégory 10 de Machine Sport qui ont été présentés. C'était pas mal ça, non Seb? Ils étaient déjà là l'année dernière. Hein. Ouais, ça fait plaisir parce que l'an dernier je n'ai pas pu voir l'émission en version française. Cette année j'ai pu le faire, donc ouais, c'est toujours sympa de voir que la France est impliquée comme ça sur des shows internationaux. Donc ouais, un bon petit point déjà pour commencer. Ouais. Eh oui, sachant qu'on les aura prochainement pour nous raconter un petit peu cette expérience justement. Ils étaient mieux placés que l'année dernière parce que l'année dernière ils étaient juste à côté de l'entrée. C'était pas terrible, c'était assez éloigné. Là ils étaient assez bordering sur le côté, donc c'était pas mal. Le côté où il y avait pas grand monde. Évidemment, fait personne à vrai dire. Donc ouais quand même parce que c'est quand même une assez grande salle de presque 10 000 places et du coup elle était même pas au tiers plein, on va dire les 3 000 spectateurs à loucher, 2 000 de moins qu'il y a 2 ans. Donc bof quoi, mais au moins c'était bien réparti comme le dit Showtime qui n'a pas pu participer au podcast mais qui va nous accompagner avec quelques-unes de ses réactions. Et donc on va commencer par un ladder match pour le titre X-Division de la TNA entre 6 hommes, le champion japonais Sanada qui affrontait Manic, celui qui est toujours ressorti du frigo à l'occasion des pay-per-view, Tigre Uno, Crazy Steve, nouvelle arrivée le clown, et les deux champions par équipe, mais qui cette fois-ci étaient chacun de leur côté, on va dire, Eddie Edwards et Davey Richards, et vainqueur Sanada après 9 minutes 40 secondes. Voyons, que peut nous dire Pierre? Voyons, je lance dans le feu là. Bah, j'ai trouvé ce match sympa. Surtout Tigre Uno qui a mis beaucoup de rythme au match, je trouve. Après, je l'ai trouvé pas très bien construit. On va dire que c'était un peu spot sur spot, c'est-à-dire ils enchaînaient un peu les spots comme ça sans. Enfin voilà quoi, il n'y a pas eu de grosse session de domination. Il y a juste eu l'histoire de l'équipe qui dominait un petit peu, mais sans plus. Et bon bah voilà, le final avec Sanada, c'est ça? Que je me Ah oui, trompe pas le nom. Sanada, oui, qui décroche la Sanada ceinture assez qui décroche, péniblement. ouais, assez péniblement. Enfin, ça, il tire dessus quoi. C'est là qu'on se dit que Crazy Steve va vraiment foirer parce que tu le vois faire un peu le chat, à toucher un petit peu la ceinture sans vraiment y toucher, comme un Jack Swagger du dimanche. Et mais, mais voilà quoi, c'est un match sympa, mais ouais, qui m'a pas non plus fait bondir dans le fauteuil quoi. C'est un leader match assez classique avec un peu de rythme grâce à Tigre Uno.
Et Seb alors, parce que bon, quand on aime la TNA en général, ben on est très attaché à X Division. Est-ce que ça t'a fait plaisir ce match? Ah ouais, ça m'a fait plaisir dans le style X-Division. On sait que ça débute très souvent un pay-per-view à la TNA. Ça a encore été le cas pour Slammiversary avec un spot fest, on va dire, mais vu que c'est un opener, ça convient parfaitement pour chauffer la foule et montrer des manœuvres impressionnantes. Ce soir-là, ça a encore fonctionné, je trouve. On nous ressort effectivement Manic, qui est uniquement là pour les gros pay-per-view. C'est assez étonnant. Moi, je suis un peu déçu que ce soit Sanada qui remporte de cette manière-là, parce que je trouvais que c'était celui-là qui était le moins mis en avant finalement, et quand il y avait des catcheurs qui ont fait plus de spectacle que lui, bon, je trouve que le règne de Sanada est assez décevant dans sa globalité, et c'est plus pour le monter un peu plus en tant que partenaire avec la fédération asiatique. Mais sur le continent américain, je trouve que c'est un flop son règne. Moi, j'accroche pas vraiment. Mais oui, moi pour le premier match, je trouve que c'est bon. Ouais, mais bon, c'est vrai que bon, là, je suis d'accord sur Sanada, moi aussi, m'a déçu. Et puis, ben, c'est toujours la maladie du leader match à plusieurs, c'est que en général, c'est celui qui en fait le moins qui gagne à l'arrivée. C'est ça qui est couillon quand même, très souvent. Très peu celui qui en fait le plus qui gagne. Et du coup, ouais, non, mais c'est vrai. Mais après, bon, je te rejoins pas tout à fait sur le flop parce que il fait quand même de bonnes choses, mais bon, contrairement à la majorité du reste de la carte du pay-per-view, il n'a eu aucune story, clairement. C'était juste les matchs après les matchs après les matchs après les matchs, et puis C'est par-ci ça. par-là, quoi. Voilà. Donc forcément, ça n'attire pas forcément le regard et ça n'attire pas d'éclat, je dirais. Voilà. Et ça se ressent dans les réactions du public. Hein. Personne n'est Et oui. unanime vis-à-vis de lui. Je veux dire Et dans les oui. réactions. Et par contre, il y a une surprise là que souligne Showtime. C'est vrai que l'entrée, bon, il y a eu l'entrée foirée de Crazy Steve. C'est pas sa faute évidemment, mais c'était un des clowns géants sur échasse là qui l'accompagne, qui s'est glandé. Du coup, là, l'entrée de Tigre Uno, elle a duré un peu plus longtemps. Mais Crazy Steve était hyper over vis-à-vis du public. Il acclamait vachement, hein, quand même. Hein. C'est clair, c'est assez surprenant parce c'est son premier match en fait dans la X-Division et il reçoit limite la pop du match. Enfin, c'est Ah assez ouais. étonnant. Son deuxième match est à TNA. Il y a eu un match clownesque parce que bon, lui, il est vraiment comédie wrestling. Et encore, le mot comédie wrestling, il est assez. Non, faut réinventer ce mot-là parce que c'est autre chose encore. C'est vraiment du cirque. Donc voilà, et je complète l'analyse de Showtime qui dit qu'à l'image de la plupart des matchs de ce pay-per-view, c'est un match quand même vachement court. C'est vrai qu'un peu moins de 10 minutes à 6, c'est vrai que ça fait rapide. On a eu notre dose de bons spots, et notamment ce move de Manic sur Davey Richards, oui, qui a dû laisser les traces. C'est vrai que là, c'était assez balèze, son renversement là sur l'échelle. Et lui, il a hâte de voir le Eric Young contre Sanada dans quelques semaines à Destination X, vu que les deux hommes sont devenus amis depuis l'arrivée du petit génie japonais. Ça peut donner un excellent match, de belles perspectives donc. Et pour lui, la X-Division ne semble pas trop morte, contrairement à la division tag, donc tant mieux. Est-ce qu'il y a quelques commentaires à faire Je pense Ouais, pas. là-dessus? Sanada contre Eric Young pour le titre poids lourd, oui, puisque bien Eh oui, évidemment c'est la stipulation de Destination eh oui. X. Hein. Chaque année, le champion X-Division Ah oui. a le droit d'avoir un match de championnat à Destination La X. fameuse option C, comme Ouais, on dit. c'est ça. Il y a 2 ans, c'était Austin Harris qui l'a enclenché, qui avait battu Bobby Roode. L'année dernière, c'était proposé à Chris Sabin, qui avait abandonné donc le titre X-Division, l'avait laissé vacant pour battre Bully Ray à l'époque, pour devenir champion aussi. Ça, là, j'ai quelques doutes, pardon, qu'ils deviennent champion du monde de la TNA, moi, personnellement. Ouais, les Ouais, 100% sont finis. bah, ouais, et puis surtout que voilà, quoi, la storyline a l'air de pas du tout être orientée vers Sanada. Ça a pas l'air de progresser vers la confrontation exive contre le TNA World Champion, donc ben, je vois pas pourquoi il deviendra champion. Moi, c'est quelque chose d'assez illogique. Ah ouais, non, mais à mon avis, bon, à moins qu'on vous compte une surprise dans, je sais pas exactement, je crois qu'il sera diffusé, ouais, c'est rapidement. En tout cas, il est enregistré ou diffusé, je ne sais plus trop, là, le 26 juin, c'est rapide, ça. Donc, à mon avis, il sera en différé. Donc, on le saura très rapidement, hein, ce qui sera devenu, et puis ce qui sera devenu de Sanada tout court, parce que, ouais, à mon avis, il va repartir assez rapidement à la Wrestle One au Japon, donc à partir de là, le run à TNA est pas très loin de se finir, à mon avis. Et donc ensuite, eh ben, on verra bien qui sera champion de la X-Division à Destination X.
Le petit tour rapide de table, qui vous voyez champion de l'X-Division, parce que de toute façon là il n'y a pas grand monde, à peu près tous ceux qui étaient dans le match. Et voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai Et du mal à moins qu'il y en ait qui sortent là, on parle de Loki, Homicide qui ferait Ouais, son retour. ouais, c'est Donc... ça. S'il y a un retour d'une grosse légende à Destination X, à mon avis, il chopera le titre. Hein. Parce que vu la division actuellement, il n'y a pas de nom vraiment assez Ah non. important pour Même choper si le titre. Tigre Uno par rapport à son Ouais, travail, il voilà. mériterait, mais sinon, Ouais. voilà. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire, Tigre Uno. Vu le match que je viens de voir, je pense que ce serait pas mal. Hein. Oui, Il par pourrait rapport offrir à de son bons travail, matchs, à mon avis. ouais, voilà. Après, bon, ce qui est couillon, c'est qu'il n'y a pas le mix skill, mais bon, avec la X-Division, de toute façon, la ouais, titre, voilà. peut pas faire le segment, donc, C'est comme le titre intercontinental, hein. Tu te fous un mec qui catche bien et c'est cool. Hein. oui, c'est vrai, ouais. Non, mais bon, la X-Division, c'est vrai, ça a toujours été un point sensible, on n'a pas fini d'en parler, et puis là, pour une fois, la division par équipe, on n'en parle même pas. Il n'y a même pas les titres en jeu, comme ça, au moins, c'est réglé. Mais sinon, eh ben, on enclenche avec le deuxième match. D'abord, donc, eh ben, MVP qui, sans surprise, vu qu'il s'est blessé 2 semaines avant en Angleterre et donc il était sur les béquilles. Et donc il ne sera pas du main event. Et du coup, les deux matchs de ce pay-per-view qui étaient sans enjeu réel à part juste la victoire, ben, ont l'enjeu maintenant de faire entrer dans le steel cage match du main event. Donc, ça a commencé par Bobby Lashley contre Samoa Joe. Et victoire de Bobby Lashley après 8 minutes 53. Que penses-tu, Seb? Oh, je pense que c'est un match vraiment solide. Hein. J'ai pas de points qui m'ont particulièrement choqué dans ce match-là. Samoa Joe fidèle à son habitude, hein, toujours de très bonnes performances dans le ring. Bobby Lashley, il est pas exceptionnel, mais il parvient quand même à faire de bonnes choses quand même dans le ring. Hein. Je trouve que pour un big man, il se débrouille très bien. Après, ouais, la fin de match avec le Spear était assez attendu pour ma part. J'aurais été surpris que Samoa Joe remporte ce match. Parce que vu les stories, tout était orienté pour que Bobby Lashley remporte ce match. Parce que je vous rappelle qu'il avait battu Eric Young à Impact il y a 3 semaines de cela. Et donc ouais, c'est la logique des choses en fait. Ah ouais. Et là j'ai la réaction de Showtime, donc il dit c'est assez sympa mais assez court. Et Joe doit l'avoir un peu mauvaise de devoir se coucher pour un gars comme Lashley, mais enfin bon, Lashley semble quand même prendre son retour au sérieux, contrairement à certains revenants dans d'autres fédés. Tiens, je me demande qui il évoque. Je commence par B, je crois, oui. Voilà. Donc Pierre, là, qu'as-tu pensé? Parce que Lashley, toi, tu dois le connaître d'anciennes années, parce qu'avant il était à WWE il y a combien d'années? Je regardais pas la WWE Ah, à ce loupé. moment-là. Bon. J'ai pas vraiment rattrapé sa période parce que c'est pas un mec qui a Mais c'est vrai qu'il a quand même un style à la Batista un petit peu. Ouais. Et puis bon, le Spear, c'est pas le Spear le plus transcendant de l'histoire, quoi. Mais bon, ouais, c'est un match court, sympa. Ce qui me fait un peu tiquer, c'est le fait que on commence le show Slammiversary par justement l'explication comme quoi Lashley va affronter Joe et Kenny King va affronter Harris. Avec cet angle de caméra qui m'énerve toujours autant, où t'as l'impression qu'en fait le caméraman les espionne. C'est un peu bizarre. Bref. Mais sinon, ouais, le match, il y a pas grand chose à dire dessus, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent avec le temps qu'ils ont, et bon, c'est assez logique, finalement, que Lashley gagne. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit dans le steel cage match et qui soit du clan de MVP. Donc bon. C'est normal que ce soit Lashley parce que c'est le mec qui apparaît le plus fort parmi les trois apparemment de ce que j'ai compris, quoi. Et bon, ça paraît logique, c'est un bon match donc sympathique, quoi. Ah ouais, et puis tant pis pour Samoa Joe parce que toujours la déception quand même. On veut le voir quand on est fan de la TNA et du catch en général, on veut le voir retoucher au titre de la TNA, il n'est plus champion depuis 2008 donc voilà. C'est comme partout, c'est vrai que quand tu regardes la date de son dernier championnat du monde et le talent du gars, ouais, c'est sûr que ça fait un peu mal au cul. Mais bon, en attendant, en tout cas, il est revenu de ses problèmes personnels, donc il est voué quand même à rester au devant de la scène, donc on verra bien, de toute façon. On verra bien. Ouais, moi j'ai pas grand chose à dire non plus, là je crois. C'était un match assez sympa, mais assez lambda aussi, je dirais, donc voilà. C'est ça le problème dans ce pay-per-view, c'est qu'en plus la durée aide pas, elle fait penser que c'est des matchs vu qu'on n'est pas habitué à les voir, à voir beaucoup de matchs, beaucoup de luttes, surtout beaucoup de segments dans les shows d'Impact, on a l'impression que c'est les matchs qui sont rattrapés plutôt des shows d'Impact, parce que vu la durée, là, voilà. C'est ça qui est le bas qui blesse, je dirais. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires encore ou...
Non, je pense qu'on peut aller à la suite. Et la suite, justement, en parlant de segment, là, j'aurais un petit reproche à faire, mais c'est l'opposition entre Magnus, qui était accompagné par Bram, l'ancien Kenneth Cameron, là, qui était à NXT, qui a battu Willow, qui est l'alter ego de Jeff Hardy, accompagné par Abyss, revenu là, donc, et ça s'est fait en 10 minutes 01, ce succès de Magnus. Bon, comme je fais tourner un petit peu, là, je vais mettre l'avis de Showtime en premier, qui dit qu'il n'y a pas grand chose à retenir de ce match, si ce n'est que Hardy met encore over un jeune qui le bat clean. Bram, il se demande vraiment s'il est utile par contre, parce que ses coups sont faibles, on n'y croit pas une seconde. Hardy prend son pied avec sa gimmick, attendant le retour de son frangin pour aider à la conquête du titre par équipe, ça on en parlera à la fin. Et il retiendra que Willow est complètement fou, donc voilà. C'est vrai que c'est un personnage, ouais, c'est vrai qu'Hardy là se fait plaisir, lui on sait qu'il a toujours eu des problèmes avec la drogue, même drogué, il y a pas de souci, ça passe café crème. C'est même encouragé de se droguer là. Voilà, ouais. Mais sinon, ouais, moi aussi le match là encore lambda. Moi j'ai un reproche avant que vous passiez à vos analyses. C'est que c'est une rivalité qu'on a vue en filigrane depuis 2 mois, hein. Et le problème c'est que on s'en fout parce que ça a fait des petits matchs, des petits segments et sans intérêt, sans grand fil conducteur, sans intérêt, c'est surtout ça le problème en fait. Est-ce que tu partages un peu cet avis, Seb, déjà? Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de fort enjeu dans cette rivalité-là. Ouais, de toute façon, il faut caser les deux lutteurs parce que c'est deux catcheurs importants à la TNA. Et donc, voilà, ils font une feud entre les deux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une importance majeure. Ouais. Et le match, sinon? Ouais, le match, moi je trouvais un petit peu comme Samoa Joe contre Bobby Lashley, c'est du match solide, mais dont on va pas se souvenir dans quelques semaines. Hein. Moi je trouvais que la prestation était assez correcte quand même, hein, mais bon, c'est surtout une étape dans la rivalité puisqu'elle n'est pas finie. Elle impliquera forcément Abyss et Bram aussi. Je pense que ça se conclura certainement dans un match hardcore 2 contre 2 ou un truc du genre. Mais ouais, bon, ça donne des matchs corrects en tout cas, donc je me plains pas de cette rivalité. Alors Pierre, là, ravi de revoir Jeff Hardy. C'est une gimmick assez bizarre. Ah, moi je l'aime bien, hein, Jeff Hardy. Oui, c'est vrai. T'es pas Moi plus, je dis pourquoi pas, je dis pourquoi pas à cette nouvelle gimmick. Justement, ça change du mec quoi qui utilise juste son nom, hein, malgré le fait qu'il soit vraiment très populaire. Ah oui, Après, passe, ce qui m'embête, c'est que ça fait justement, t'entends en commentaire des mecs qui hésitent entre dire Willow et Jeff Hardy, quoi. Ça s'embrouille un petit peu, quoi. Ils disent ouais, c'est pas Jeff Hardy, mais en ouais, fait. mais lui-même en même temps, hein, il avait fait quelques jours avant, parce que les shows ils sont enregistrés. Quelques jours avant, il avait fait un truc, voilà, il avait parlé à tour de rôle Jeff Hardy, Willow, lequel se montrera, voilà quoi, c'est. Et ouais. Après, j'ai pas trop aimé, c'est la fin un peu con, c'est-à-dire la distraction et un peu la fin justement dans le dos où Jeff Hardy se fait avoir un peu comme Un bleu, hein. comme un bleu, ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Et bon, donc du coup, le match est un peu court et encore une fois, ce qui m'embête un petit peu pour un pay-per-view, surtout que c'est censé être un pay-per-view majeur et du coup, ça fait 2 matchs de suite qui sont pas vraiment bons et ça m'embête un peu. Il y avait quand même extrêmement beaucoup de matchs et de segments dans ce show-là, donc c'est normal que tu peux pas faire que des matchs de il y a beaucoup trop de remplissage en fait, c'est ça le problème. Ça va revenir tout le long du pay-per-view. Il y a beaucoup trop de remplissage, c'est dingue. C'est pas du tout préparé quoi. Ou alors si, mais dans leur Il maladie. faut beaucoup dans l'urgence en fait. Mais dans leur maladie, en fait, le trop segmenter le show, c'est vrai, toujours des interviews entre les matchs. Et puis voilà, ça c'est aussi à la WWE, hein, les interviews sont assez nombreuses. Ouais, mais là tu vois, c'est systématique. C'est systématique entre chaque match en fait. Chaque match, t'as tout le temps une promo, quelque chose comme ça. Là, MVP, je trouve ça s'imposait pas déjà au début. On le voit déjà une première fois en coulisses. Ça, je trouvais assez ridicule parce que ça me fait penser à un début d'Impact. Je croyais commencer à avoir un épisode d'Impact Wrestling. Mais de le revoir ensuite en suivant, nous faire un segment qui rallonge en plus, où il répète beaucoup la même chose. Ça rognait quoi déjà. C'est ça le problème, ouais, c'est sûr.
Et ben en parlant de segment, on avait quand même l'annonce du Hall of Fame. Bon, ça on va y passer assez vite parce que déjà on ne sait pas, enfin à ma connaissance, je ne sais pas en tout cas quand aura lieu Born for Glory, c'est vachement pratique ça. Mais en attendant, ben, ce sera là que la team 3D, Bully Ray et Devon seront introduits, donc les troisièmes noms de ce Hall of Fame annoncés par Kurt Angle qui était le deuxième nom, sachant que Sting était le premier nom. Voilà, donc que pensez-vous de cette annonce, Seb? Moi, je trouve que c'est un très bon choix. Tout d'abord parce que c'est la WWE n'a pas encore eu l'occasion d'introduire les Dudley Boys. C'était déjà pas le cas de Kurt Angle et de Sting. Donc la TNA a trois gars dans son Hall of Fame qui ne sont pas à la WWE. Donc c'est bien vu, je trouve. Après, c'est également une surprise pour ma part parce que je m'y attendais absolument pas que la Team 3D soit intronisée ce soir-là. Et je trouve que c'est un excellent choix parce que quand même 23 fois champion du monde par équipe, c'est la meilleure équipe de tous les temps, on peut presque dire. Donc c'est tout à fait logique pour moi. Pierre? Je les connais pas trop, mais je vais suivre l'avis de Sébastien. Ah, et Dudley Boys, c'est quand même. Hein. Ah ouais, bah j'ai vu quelques matchs, j'ai vu notamment le TLC avec les Hardy Boys et Edge et Christian. Mais ouais, c'est logique, on va dire, ouais, vu le palmarès. Après, j'ai pas beaucoup plus à en dire, quoi. Bah oui, après comme Seb peut-être le dira, c'est vrai qu'à TNA on aurait pu s'attendre avant à un nom comme Jeff Jarrett. Ouais. Ouais, Jay Styles, ouais c'est vrai, oui. Enfin, actuellement, Jeff Jarrett, Mais- vu qu'il est en train de reconstruire sa fédération, ils doivent pas être très bons copains. Non mais faut savoir qu'il a révélé qu'il a quand même encore des parts à la TNA. Ouais. Donc comme On quoi, encore voilà. que c'est le bordel, quoi. Eh oui. Ouais. Showtime, lui, il a été assez ému par les réactions du public, qui étaient très très enthousiastes, avec notamment le fameux chant We Want Tables, évidemment. Et pour lui, les deux hommes semblaient vraiment émus, ça fait plaisir à voir, et Dieu que c'est mérité pour eux. Oui, c'est vrai par rapport à leur travail quand même, c'est vrai que ça fait depuis un moment qu'ils étaient à la TNA, je parle pour Devon, parce que Devon, lui, faut savoir qu'il fait plus partie de la TNA, donc c'est le paradoxe. Après, c'est vrai qu'on se... Il est de retour, il est revenu. sur la page officielle, il est de retour. Ok, il est revenu, à cette occasion, il est revenu dans le roster, ok, d'accord. Parce qu'il n'était pas, d'ailleurs, lui-même, il a dit, j'y étais pas, il a bien expliqué, d'ailleurs, donc voilà. Il semble être reparti. J'y étais pas, mais ça me fait plaisir, après tout, donc je dis oui, voilà. Après, c'est sûr que la particularité, c'est que, en Hall of Fame, on dit souvent, quand même, qu'il faut attendre que le gars ne soit plus en action. Et là, c'est vrai que entre Sting, Kurt Angle, Bully Ray, on a quand même des gars qui sont encore actifs dans la fédération à chaque fois, au moment où c'est intronisé. C'est ça le petit... Ah, et le petit tic pour moi en tout cas, mais enfin bon. Mais après c'est une fédération jeune, vous me direz, donc elle peut pas non plus aller chercher nécessairement des gars qui ont déjà participé et puis ont arrêté depuis, parce que voilà, il n'y a pas cette largeur, je dirais. Mais sinon, donc Pierre l'avait spoilé un tout petit peu avant. C'est l'autre match de qualification au Steel Cage match qui opposait le maître à l'élève Austin Harris à Kenny King. Je dis le maître à l'élève parce que du temps de la ROH, Austin Harris était le champion et puis il avait comme protégé Kenny King et aussi un autre qui s'appelle Ray Titus et il les avait formés à l'époque et d'ailleurs ça s'est déjà vu à la TNA quand Kenny King était arrivé qu'il a bien souligné qu'Harris l'avait formé donc et là Harris est sorti vainqueur après 10 minutes 0-1. Qu'en penses-tu Seb? J'en pense que c'est encore une fois un match solide, de bonne qualité, mais dont on se souviendra pas passer quelques semaines. C'est quasiment la même analyse à chaque fois, mais bon, c'est malheureusement la vérité. Mais bon, ouais, vraiment un match solide avec deux gars qui peuvent très bien bosser dans un ring. J'ai été surpris, je vous avoue, du résultat parce que je m'attendais à ce que EY attends, tu me sortais justement. Quoi? Que Lashley, il était invincible tout à l'heure parce que il avait battu Wright, mais au contraire Kenny King, c'est la grande gueule qui perd tout le temps. C'est vrai, c'est donc, pas faux. Mais bon. Quelque part, c'est logique parce qu'on n'aurait pas voulu voir un handicap match en main event. Moi, c'est ça à quoi je m'attendais en fait, un match handicap 2 contre 1 dans le main event. Et heureusement, ils l'ont pas fait. Ouais, ils ont eu l'intelligence, ouais, c'est vrai. Et Pierre, alors, est-ce que tu as été séduit? Plutôt, même si je trouve le match qui a un rythme un peu bâtard, un peu lent, c'est-à-dire
ça s'emballe pas vraiment, jamais. Voilà, quoi, c'est bien, c'est assez violent, mais ça s'emballe jamais, ça prend pas vraiment un rythme élevé, et du coup, bah, quand ça finit, on est un peu, voilà, quoi, on est un peu sur notre fin. Il y a le Brainbuster final qui est sympathique. Depuis la deuxième corde, je crois. La deuxième, enfin dans le coin, il est depuis la deuxième corde, je crois. Je suis pas sûr, mais ouais, c'est un match sympa encore une fois, mais sans plus. Donc ce qui a l'air d'être un peu le motif de la soirée. Un peu le pattern, c'est ouais, Oui, sympa, voilà. sympa On sans reste plus. sage, effectivement. On verra Ouais. la note à la fin, mais on reste sage, tranquille, peinard. Showtime, lui qui dit match tout à fait logique dans son déroulement, victoire logique, match fun cependant. Harris et King ont une très bonne alchimie, ça se remarque tout au long du match. Il se demande avec qui Harris n'a pas d'excellente alchimie. Je reprends ma respiration pour dire que après le résultat est quand même rassurant. Comme ça, voilà, on n'aura pas le tournoi d'handicap match. C'est quand même une bonne nouvelle. Et pour lui, Kenny King a montré qu'il a de toute façon un très bon avenir à la TNA. Donc, vu son talent, voilà. C'est vrai qu'il a le mix skill et puis il a une ring. On l'avait déjà vu par le passé. Ce match opposait deux gars qui étaient quand même. C'est le problème de gestion de la TNA de son roster. C'est deux gars qui, il y a pas longtemps encore, ils étaient dans le caniveau, quoi. Austin Harris. Moi, je pronostiquais même son départ. On le voyait même chanter dans des fêtes indépendantes. Et Kenny King, il était avant de revenir là, the King of the Night, le roi de la nuit, quoi. Surtout protégé de MVP. Bah voilà, lui aussi c'était le long désert. Il était toujours sous contrat, mais ça faisait X temps qu'il n'apparaissait plus. Donc voilà. Sans jeu de mots d'ailleurs par rapport à X Division, parce que c'est son niveau. Hein. Il pourrait être le prochain champion X Division d'ailleurs. À suivre. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose à préciser? Je ne pense pas. Non. Bon, bah alors on va passer peut-être sur de nouveaux adversaires pour les Wolves, mais je prends des gants là en disant ça parce que c'est surtout un hommage, je dirais, à une famille du catch qui a connu pas mal de destins tragiques, mais aussi la plus titrée de l'histoire par équipe à la NWA, qui est quand même une fédération assez fameuse. C'était les Von Erich, je sais plus comment on les prononce, mais voilà, les fils, Marshall et Ross, qui étaient accompagnés par leur père Kevin, qui lui a collecté 30 titres quand même par équipe à la NWA avec ses frères. Et la famille est Hall of Fame de la WWE depuis 2009. Donc ça illustre évidemment, c'est les Texans, donc l'hommage est là. Et l'adversité, malheureusement, on s'y attendait. Je dis malheureusement parce que d'un côté, c'est les bromance, mais c'est pas les bromance comme on les connaît. Parce que Robbie est en ce moment en train de faire la télé-réalité. Vous connaissez ce jeu pour l'avoir déjà vu sur la TNT à l'époque. Il avait fait d'ailleurs un flop sur la TNT française. The Amazing Race, il était avec Brooke. Et donc, c'était Jesse qui était à DGZ. Donc ça s'est fini par disqualification, coup de chaise de Jesse sur Marshall, je crois, oui. Celui qui le blond le plus jeune, 21 ans, qui catchait pieds nus comme son père, et Rose 25 ans. Et donc voilà, victoire après 5 minutes 12, le match était assez rapide. Et qu'en tu pensais, Pierre? Ben comme t'as dit, le match était assez rapide. On n'a pas pu voir beaucoup, c'était quand même assez rapide. Plutôt rafraîchissant, je dirais. Moi, j'ai bien aimé ce petit moment. Par contre, c'était n'importe quoi au niveau des règles basiques du catch. C'est-à-dire que les règles de base d'une tag team, c'est il y avait le coin en haut à gauche de votre écran, en bas à droite de votre écran pour enfin voilà quoi, vous connaissez des matchs tag team, je pense. Euh, Donc voilà, le match commence normalement, le mec fait le tag normalement, et tout d'un coup, pour une raison tout à fait inconnue, les mecs ont changé de coin. Ils sont passés de en haut à gauche à en bas à gauche, pendant que l'autre équipe est passée d'en bas à droite à en haut à droite. Incompréhensible. Et alors, après, on est dans un tag team match normal. L'arbitre, quand il y a les deux catcheurs sur le ring, même si voilà quoi, il y a toujours des fourberies, des trucs comme ça pour rythmer un match. Et il est censé normalement ramener le deuxième dans son coin au bout d'un moment, mais là on va dire que l'arbitre en avait rien à branler, qu'il a laissé le match se dérouler comme si c'était normal que ce soit un tornado tag team.
Et pendant le reste du match, ça a fini en tornado tag team alors que c'était un tag team match normal. J'ai pas compris, j'ai trouvé ça totalement con. Bon voilà quoi, c'est quand même quelqu'un qui aime bien. Et je cherche pas à comprendre, c'est Harley Pner l'arbitre, donc t'as tout compris. Ouais, Ah oui, mais au bout d'un moment, faut pas déconner quoi. Il y a un truc de base quoi. C'est du catch quoi. Il y a quand même quelques règles scénaristiques à conserver et là, elles étaient toutes un peu mises à la poubelle au fur et à mesure. Du coup, j'étais comme ça, je fais ok, ils ont décidé de faire tout ce qu'ils voulaient, un peu, tu vois, un peu quand tu vois Evolution contre Shield qui part dans le public, etc. C'est pas grave, il y a deux hommes légaux quand même dans le ring. Mais là, il y a rien quoi. Les mecs sont dans le ring, allez, tout va bien quoi. Y a pas de souci. Donc voilà, c'est juste ça que j'ai à reprocher dans le match. Sinon, voilà quoi, c'était cool, c'était sympa et vu que je connais pas trop les mecs, voilà quoi, c'est sympa sans plus quoi. Encore une fois. Et oui, Seb, bon, relativement rapidement, j'imagine, vu la durée du match, et puis qu'on n'a pas de grosses infos encore sur eux. Ouais, moi, si on met de côté les petits détails techniques qui n'ont pas échappé à notre expert Pierre, qui a vu le show il y a pas longtemps. Mais ouais, moi, j'ai été, je vais pas dire impressionné, mais surpris par le niveau des deux jeunes Von Erich, parce que j'avais lu des reviews qui disaient que c'était deux gars qui étaient assez mauvais. Et là, je trouvais qu'ils ont fait quand même une prestation correcte. Bon, ça se voit que c'est des jeunes qui n'ont pas l'expérience. Il y a pas mal de défauts, mais ça reste assez correct, surtout face aux Brahmans, notamment Jesse, qui n'est pas connu pour être un lutteur exceptionnel. J'ai aussi noté peut-être qu'il y a eu la pop de la soirée quand le patriarche de la famille a mis la droite aux membres du bromance. T'as tout d'un coup le public qui s'est soulevé de manière unanime et c'était une sacrée pop, hein, ça faisait plaisir à voir. Ah oui, c'était le but, de toute façon, à la fin, de le voir mettre le Iron Claw, évidemment, donc voilà, c'était le but. Hein. Ça qui est couillon, en fait, parce que c'est comme ça que la DQ, du coup, voilà, c'est la conséquence de la DQ, qui est là pour une pop. Après, c'est couillon quand même pour un premier match, ça, mais bon, voilà. Après, l'impression de Showtime, lui qui regrette donc l'absence de Robbie, parce qu'il le voyait, ouais, quand même meilleur par rapport à Jesse, comme tu le dis, Seb. Et pour lui, les fils Von Erich sont encore très 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 verts. Voilà, j'ai dit tous les traits qu'il a dit. Mais ils semblent talentueux, ils sont en tout cas bien sympas. Ils vont tourner pas mal en indie avant de revenir à la TNA, mais c'est vraiment pas mal. Et Dieu que c'est meilleur que Lacey. C'est vrai qu'il y a eu leur sœur, plus grande sœur, qui a été les Beautiful People en 2009, je crois. Donc voilà. Et puis lui, voilà. Après, il a noté l'intervention donc, de Kevin Von Erich à la fin, donc qui a pu donner la plus grosse pop de la soirée après les We Want Tables du Hall of Fame. Je vous promets que je n'ai pas lu le commentaire de Showtime avant de parler. Il m'en a dit exactement la même chose. Ah non, c'est vrai. Là, je l'ai caché celui-là. Il est voilà. Ah pardon, oui, cousine. Oh là, pardon. Oui, c'est vrai que la famille est très très large. Les six, c'était la cousine, pas la sœur. Je m'en mêle trop moi dans cette famille. Sinon, en parlant des Beautiful People, ma transition est faite avec le titre Knockout en jeu entre Angelina Love, la championne, toujours accompagnée de Velvet Sky, qui affrontait Gail Kim. Victoire d'Angelina Love après 6 minutes 43, un scénario rocambolesque. Voilà, je le détaille comme ça, on n'aura pas besoin de le détailler plus évidemment, même si ce sera le regret. Ce fameux arbitre Brian Stifler qui nous fait du Lemner. En plus, Lemner était intervenu justement pour le remplacer un moment parce que l'arbitrage était quand même assez tendancieux que pour les Beautiful People. Et voilà, Gail Kim évidemment malheureusement elle n'a pas eu tort que Lemner justement soit là. Donc du coup il y a eu le fameux ref bump qui a toujours avec Lemner. Et puis elle a eu beau faire 3 tombées, c'est elle qui s'est fait arnaquer tout à la fin avec le tombé méga rapide et donc Angelina Love qui concert après 6 minutes 43. Qu'en penses-tu, Pierre? Quand tu t'appelles Stifler, c'est pas étonnant de se faire embobiner par des femmes, quoi. C'est tout. Je m'attendais à celle-là. Voilà, mais non, bon. Voilà, quoi. C'est un peu comme la WWE, en fait. C'est ça qui m'a un peu déçu, quoi. Et bon. Il y a une histoire, mais elle m'a pas emballé.
Bon, en fait, je m'en suis un peu foutu du match, quoi, c'est ça le problème. J'étais content de retrouver Gail Kim quand même. Parce que, bon, c'est une diva que j'aimais bien à WWE, c'est, à mon avis, une des meilleures knockouts avec TNA. Voilà, quoi. C'est, le problème, encore une fois, c'est que je trouve que c'est un pay-per-view qui est censé donner quelque chose, en plus, et ben finalement, apparemment, ça a l'air de continuer sur une storyline où il y a un arbitre probablement influencé, je ne sais pas si c'est en paiement par nature ou en paiement par liquide. Les deux à la fois. Peut-être les deux à la fois, oui, en effet. Mais voilà, quoi, c'est un peu bizarre et j'ai pas trouvé ça très enthousiasmant. Ah ouais. Bah moi je vais m'associer au cri du cœur de Showtime qui demande mais mon Dieu ma pauvre Gail qu'est-ce qu'ils te font traverser mon Dieu mon Dieu mon Dieu. Bon Angelina Love c'est déjà un peu moins mauvais que Velvet Sky qui sort d'ailleurs à Bully Ray nous précise donc voilà ça c'est l'info. C'est génial. Oui. On est vraiment content de le savoir. Ou que Madison Rain aussi, qui était la précédente championne, mais mon Dieu qu'elles sont loin, bah là forcément il se fait mal, on repart sur Song Kong, Alyssa Flash, Amada, Sarita, Tara, Mickey James, Tyler Wilde ou Roxy, c'est assez triste, vite la suite. Enfin, la suite, attends, on va y passer, mais le petit avis de Seb d'abord. Le plus décevant, c'est qu'on a probablement l'affiche entre les deux meilleures catcheuses de TNA en ce moment, et ils nous pondent un match de très mauvaise facture, donc c'est assez inquiétant pour le futur, tout simplement. Et... Même si je vais te dire là, Brittany, elle a quand même du potentiel. Voilà. Ah, on l'a pas vraiment mais pas avec son personnage actuel, soyons clairs. Ouais, c'est ça. Elle s'est pas encore assez exprimée sur le ring pour qu'on puisse donner, enfin pour que je puisse donner un avis clair là-dessus. Voilà, ouais. Mais je pense qu'on la reverra bientôt puisqu'il y a quand même une rivalité contre Madison Rain qui se dessine de plus en plus et qui est vraiment mise en avant encore plus que le titre féminin actuellement. Donc j'ai été surpris que ça n'ait pas ressorti sur ce pay-per-view là, mais bon, ce sera sans doute dans les semaines à venir. Et puis le retour de Taryn Terrell aussi. Exact, qui me fait très plaisir. Et oui, et beaucoup aussi. L'ancienne Tiffany à l'ICW, donc voilà, il y a quand même du joli physique. L'ex-compagne de Drew McIntyre qui... non, je déconne. qui... voilà, oui, Pierre est fan de Drew McIntyre, c'est pour ça, oui. Et donc sans transition, ça c'est ma spécialité là, parce que on passe à la suite, c'est certifié par Gus. Donc sans transition, le Texas Deathmatch. Quand je dis ça, je rigole parce que c'est un last man standing match en réalité, qui opposait Ethan Carter III. C'est beaucoup plus facile, et Dizzy Free, ça c'est beaucoup plus simple, oui. Qui a battu donc, qui a battu Bully Ray après 17 minutes 10 avec une fin assez proche du précédent pay-per-view où Bully Ray est encore passé à travers deux tables. Cette fois-ci, Dixie n'était pas barbu, elle a failli se prendre Bully Ray, mais bon, voilà. Mais Rockstar Spud est intervenu, le petit chien. Heureusement que le Joker d'Adam West était là. Et oui. Et oui. Putain, franchement, le mec déguisé enfin, je sais pas si c'est un de ses habits normaux ou pas. Ah, mais il a toujours des habits excentriques. Ah ouais, mais là, le mec, il a décidé de se la jouer Adam West. Bonjour, je vais comme le Joker, il me manque juste le maquillage. Voilà, moi j'étais content, hein, vu que je suis assez, ça me fait toujours marrer, ces petites références, mais ouais, là c'était une référence à Adam West qui était assez rigolote. Et donc, de ce match, le plus long du show, donc 17 minutes 10, t'as pensé quoi? Il était bien. Franchement, voilà quoi. Il y a une domination peut-être normale de Bully Ray, des segments sympas. Il dialogue bien avec le public, ce qui est, enfin, je sais pas, c'était bien. Hein. Il y a même eu un petit segment où il se la joue un peu, où ça m'a rappelé un peu le Nexus quand il a commencé à enlever le ring. Cette affaire-là, elle va pas bien terminer. Il avait fait l'année dernière, en fait, au main event de Slammiversary contre Sting, justement. Il lui avait porté un pile driver à l'époque. C'était champion, il était heel d'ailleurs, et là il est face, oui. C'est une très bonne habitude. Parce que, justement, ça montre comment il fait un ring de catch. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours rigolo. Après, par contre, le finish est totalement mauvais. J'ai failli arrêter à ce moment-là. J'ai failli dire c'est bon, allez, casse-toi. Parce que franchement, ça met 3 heures à se mettre en place. Dixie joue très très mal. Dixie Carter. C'est une habitude, ça. Elle est vraiment mauvaise, quoi.
quand elle se fait un bump avec Monsieur 3 là, Ethan Carter 3 là, c'est presque humoristique quoi. Bon, il y a Rockstar Spud là qui arrive derrière, donc ça m'a fait rire encore plus parce que le Joker qui sauve dernière minute son patron, c'est un peu bizarre alors que le Joker est censé être quelqu'un de pas très compatissant. Mais bref, non mais c'est voilà, c'est le finish me donnait envie de m'arracher les cheveux et de couper la vidéo, donc bon, voilà. Mais sinon le match était sympa, voilà. C'est surtout grâce à Bully Ray, quoi. Ah oui, bah oui, ça, c'est vrai, je vais rejoindre cette impression. Est-ce que Seb aussi, parce que je sais que tu doutais aussi peut-être un petit peu de ce match, peut-être comme moi, parce qu'il siffle jusque-là, c'est nul, c'est invaincu, mais c'est nul sur le ring, mais avec une stipu, forcément. Un adversaire qui fait aussi tout le match, ça peut aider, là. Pour moi, c'est son meilleur match à la TNA, donc tu me diras, c'est pas dur, mais bon. Oh, c'est largement porté par Bully Ray, hein, Ah je veux oui, dire. voilà, c'est pour ça, c'est grâce, en fait, au travail de Bully Ray, ouais. Et par contre, heureusement qu'on a eu la stipulation parce que il siffle dans un match simple, c'est assez horrible. Alors là, la stipulation a permis de masquer un petit peu les faiblesses qu'il a. Après, ouais, mais c'est largement Bully Ray qui contribue notamment aux réactions et à diriger le match. Là-dessus, il n'y a pas de photo. Le match est hardcore, ça c'est un bon point parce que la TNA quand elle nous promet pas de sang. Ouais, pas de sang effectivement, mais bon, en général quand la TNA nous propose un match à stipulation extrême, c'est vrai que c'est assez respecté. Il y a pas mal d'objets et c'est assez violent, donc. Ah oui, ils hésitent pas justement. J'ai été surpris de pas avoir du sang en fait, parce qu'ils hésitent pas à faire ça en général. Il y en a un qui sait finalement, mais là non. Ouais, ça aurait été un petit plus intéressant. Bon, malheureusement, on n'y a pas eu le droit. Je pense que ce sera pour l'avenir, puisque apparemment la feud n'est pas près de se terminer. Elle se terminera à New York City certainement, puisque Bully Ray sera à domicile et avec une foule à fond derrière lui, ça peut être très intéressant à suivre. Mais ouais, sinon ouais, le match se suit agréablement parce qu'il y a la stipulation, mais voilà, ouais, passons à la suite. Et Showtime, lui, qui a dit pas un mauvais match. Et lui, c'est vrai que c'est sa particularité, il est très très charmé par Icy Free, j'avoue que c'est très particulier, mais bon. Pour lui, il fait toujours aussi bonne impression, mais le finish est assez pourri, mais tellement prévisible, j'aurais tendance à ajouter. D'ailleurs, Seb, tu me le disais parce que dans le SMS quand on le suivait en live. Et lui, il aurait tellement voulu voir Dixie enfin passer au travers de la table, mais enfin bon, c'est pas Mae Young, elle hésitera toujours à passer à travers la table, je sais même pas si ça arrivera un jour. Mais bon, mon Dieu que ça aurait fait du bien, bah ouais, c'est sûr que ça aurait fait jouir, hein, j'avoue. Lui, il espérait un retour de Bobby Roode aussi qui intervienne, mais voilà, à l'arrivée, il était frustré par le finish, et surtout à cause de Dixie, donc comme tu le disais Pierre, qui ne sait toujours pas être une actrice correcte, et qui vraiment joue... Même quand elle a pris la parole au milieu du show, oh là là, je vais... Ah oui, voir, quoi. non, mais elle récite quelqu'un d'autre. oui. C'est affreux. Elle récite, et puis lui, du coup, lui, il en a marre de voir sa tête, donc du coup, et il y avait Rockstar Spud qui faisait le con à côté. Rockstar Spud devait faire le con à côté pour qu'on reste un peu accroché. Mais... Ah oui, sinon, non. Oh là là, comment tu veux qu'elle joue un rôle, quoi. Et sinon, Showtime me demande quelques millions de dollars si quelqu'un peut lui prêter, là, pour qu'il rachète la TNA pour qu'on ne la voit plus, en fait. Voilà. C'est une bonne idée. Eh ouais, c'est sûr. On va faire un Kickstarter. Oui. Bon, sinon, donc, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur ce match? Non. Donc, on va passer à la suite, je dirais Flash Extrême, là. Hein. Formule 1, même. Vitesse Mercedes, je dirais. Flèche d'argent entre Mr. Anderson et James Storm, et victoire de Mr. Anderson après 5 minutes 30, oui. Voilà, je ne pas la durée, elle est assez, voilà. Et puis, surtout dans le contexte, que, donc, c'était, la banlieue de Dallas, enfin, la banlieue, une ville toute proche de Dallas. Du coup, ils ont dit Dallas pour arrondir. Avec quelques footballeurs américains et Dallas Cowboys, une équipe que je n'aime pas. Mais justement, la particularité, c'est que là, comme le dit Showtime, d'ailleurs, c'est assez bizarre, c'est que James Storm, évidemment, est devenu hyper heel, donc il s'est attaqué aux Cowboys. Et la particularité, quand même, c'est que Mr. Anderson, lui, est de Green Bay. Et l'équipe de Green Bay, c'est les Packers. Et c'est pas vraiment une équipe qui est amie avec les Cowboys non plus. Donc, du coup, c'est assez bizarre qu'à la fin, ouais, voilà, comme il le dit,
qu'il célèbre les Cowboys, mais bon, Anderson, il en rigole dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube de la TNA qu'un fan le lui signale. Mais voilà, pour lui, c'est très court, pas vraiment utile, mais pas chiant non plus comme match. Donc assez rapidement, oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Je crois que vous avez tout dit. Ah. Voilà, Bon, mais merci à Showtime, va... c'est bien, tu l'as vous ouais, voyez. Mais... Non, mais toi aussi, hein, avant, hein, quand t'as résumé le match. Ah oui, mais j'avoue que j'ai le même, j'ai le même ressenti. Donc. C'est ouais. Merci pour cette présentation de l'histoire du football américain. Et c'est tout, quoi. Ouais. Sinon, le match, voilà. Quoi, et oui, et puis quand on parle de story, voilà. Alors cette story, c'est encore pire. C'est une story qui ne s'est faite qu'à travers des pauvres vidéos dans un bar ou un tout petit segment de rien du tout. Voilà. Qu'en penses-tu, Seb? Ouais, ce match, déjà le positionnement du match juste avant le main event, j'ai pas trop compris. Et j'ai pas compris non plus la nécessité d'avoir ce match sur ce pay-per-view. Ils auraient pu le faire à Impact jeudi. Ça aurait été très bien pour conclure une mini-feud qui finalement n'aura servi à absolument rien du tout. Si ce n'est mettre les deux lutteurs sur la carte. Bah oui, après, ouais, que dire sur le match, hein, James Storm qui s'est énervé face à l'équipe de football local, c'est tout ce qu'on retiendra finalement. Hein. Oui. Et dire que pendant ce temps, d'ailleurs, en pensant à James Storm, celui qu'il avait battu au précédent pay-per-view Gunner, lui, bah, il trouve rien de mieux qu'aller le mettre en confident de Samuel Shaw à l'asile. Donc bon, voilà. Ça c'est dommage aussi, mais enfin bon, voilà. Donc ouais. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, sinon ouais que ça ressemblait limite à une pause pipi, ça aurait presque le rôle d'un match diva à la WWE, mais moi personnellement quand j'ai vu arriver ce match, je me suis dit, ah putain, oui d'accord, ah oui. Non parce que moi j'attendais surtout le main event à partir de là, parce que ce match je m'en foutais tellement. Dans le main event, c'était un freeway steel cage match pour le titre de champion du monde poids lourd de la TNA, avec le champion qui fait plaisir à l'auditeur, qui est Showtime, c'est Eric Young bien sûr, et qui a battu Bobby Lashley et Austin Harris après 12 minutes 10 à peine. C'est pour dire que c'est vrai que comme le disait Pierre, là on va pas y revenir là-dessus, mais ça répond bien à ce que tu disais au début Pierre, mauvaise gestion du temps sur ce niveau-là. Et sinon le match était quand même assez sympa, moi je trouvais. Lui Showtime, il a raté lui parce que le gars qui avait uploadé le show avait coupé le début, donc en fait il a pas entendu Bourrage souligner que ça se faisait pas par sortie de cage, ça pouvait pas se faire comme ça, mais uniquement par tomber aux soumissions. Donc il a eu donc peur au moment où Lashley est sorti. Et donc du coup, oui, voilà, il dit, je vous dis pas les cris de dégoût et de haine quand Lashley passait à travers la cage. Il a eu vraiment peur. Heureusement, ça a continué. Et Sonny EY est toujours champion. Franchement, un bon main event, une victoire clean de EY, c'est bon ça. N'empêche, c'est le meilleur règne de champion depuis un bon moment. Il défend souvent son titre, le met bien en valeur, c'est tout ce qu'on demande, non? Et voilà, non après c'est vrai que là il fait référence à ce que je dis dans ma review Voxcatch, c'est vrai qu'à un moment qu'il a soulevé deux gars et puis que moi je disais que c'était la première fois que je le voyais, mais lui il se rappelait que du temps où il était Super Eric, il avait fait une fois, et même Anyway il avait fait aussi une autre fois sur les Motor City Machine Guns, voilà. Donc là c'est bien qu'il me précise ça. Et pour lui il pense déjà au main event de Bound for Glory, Austin Hayes contre Eric Young. Là, je suis pas sûr. Hein. EY, à mon avis, il va perdre le titre d'ici là. Hein. Bah oui, parce qu'en plus, il le faut encore défendre. Peut-être que là, d'ici d'ailleurs la sortie, parce qu'on le sort aussi bien sûr en podcast dimanche soir, ce podcast donc que vous écoutez en live, ouais, il défendra son titre l'année prochaine, donc bon. Ouais. Voilà. Moi, ce qui m'a un peu frustré sur ce match, c'est qu'ils ont une sorte de clan type évolution, c'est-à-dire, je veux pas trop comparer WWE et TNA, quoi, que c'est pas tout à fait pareil. Ah oui, non, là, on n'a pas des gars avec 30 titres mondiaux à l'appel. Ouais, voilà, ouais. On va dire que MVP, Kenny King et Lashley, enfin voilà, quoi, ça forme une espèce de groupe comme ça qui est bien installé. Et je me dis, tu regardes le match et le match se déroule normalement, c'est-à-dire il n'y a pas de magouille, il n'y a rien, il n'y a aucune tentative où Kerry Young pourrait avoir à faire face, quoi, auquel Young pourrait avoir à faire face. Et du coup, le match se déroule assez normalement. J'ai beaucoup aimé les spots que je trouvais assez balèzes. J'ai bien aimé depuis le haut de la cage de Eric Young. Mais voilà, quoi, c'est
C'est un pay-per-view, apparemment, c'est un des 4, hein. Enfin, ils en ont plus que 4, c'est ça? Oui, dans l'année. Et- Ouais, voilà, quoi, c'est 4 majeurs et il se passe pas grand chose, quoi. Ça se termine normalement. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de truc pour relancer enfin, pour donner vraiment un élan supplémentaire à une rivalité. Ça continue, quoi. Il n'y a pas de changement de rythme. Apparemment, on part toujours sur le fait, Eric Young est champion, il bat Clean, Harris et puis Lashley, alors qu'on aurait pu inventer un truc, quoi. Le Harris se retrouve dans le match et tout d'un coup pète un cap sur Young, je sais pas, les trahis ça pour aurait pu, Lashley, ça aurait pu être ça, quoi. Ah oui. C'est On a, l'imprévisible, Et- Léo Sinaris. on a Il tellement passe, vu ce genre de oui. fin qu'au bout d'un Eh moment, oui. Non, mais en plus, c'est vrai que comme c'est vrai qu'avec Eric Young, pareil, on avait eu ces affrontements avec Magnus, il se débrouille pour le faire gagner clean et c'est très rare pour un main event de Voilà, TNA, quoi. ouais. Il y a même pas une petite tentative d'intervention, tu vois. C'est au pire, tu vois, il y aurait une tentative d'intervention genre Kenny King, le truc vraiment con, quoi, le mec qui était censé être dans la cage mais qui est pas, quoi. Une intervention de Kenny King, c'est pas vraiment c'est pas vraiment le truc de dingue, quoi. C'est Kenny King qui intervient et Harris qui le renvoie à ses études ou des trucs comme ça, quoi. C'est tout, quoi. Il y a pas grand chose à faire, c'est pas un effort. C'est pour donner un peu plus de piment au match. Il y a pas ça, quoi. C'est ça qui m'a un peu déçu. Ah ouais. Mais sinon, ouais, le match est bon. Le final avec Harry, c'est assez sympathique, assez brutal. Ce que j'ai bien aimé. Et du coup, voilà. Ouais, beau match, mais ça manque d'audace, quoi. C'est vrai, ouais. Et Seb, t'as pensé quoi? ouais, moi je comprends le ressenti d'Orbaz, mais Pierre. parce que de Pierre, exact. Ce Parce pseudo que- n'existe plus. Ouais. Malheureusement, on est en live, on peut pas l'enlever. Non, mais moi je ressens ce que tu veux dire parce que n'es pas un régulier de la TNA. Donc tu n'as pas vu tellement de fins overbookées avec des interventions dans tous les sens, mais les fans habituels de la TNA sont tellement habitués à ça que ça fait plaisir d'avoir des Oh oui. fins clean de temps en temps, et c'est pour ça que je me plains absolument pas de ce qu'on a vu pour finir ce pay-per-view avec Mais une je victoire. demande pas 150 interventions. Hein. Ouais, j'ai bien compris, mais Pas non plus ça, hein, quoi. Je veux pas de l'overbooking, mais un truc, tu vois, sensé, quoi. C'est Non, il truc vaut mieux posé. pas. Non, il vaut mieux Bien. pas. Tu sais, voilà, il vaut mieux parce que la TNA, dès qu'elle commence à faire, non, elle exagère toujours quand elle commence à faire dans les interventions. Donc, il vaut mieux. D'accord. Voilà. Je peux te Ouais, dire bah, qu'il vaut mieux pas. ouais, sinon ouais, je vais pas rajouter grand chose. Hein. C'est un bon main event pour conclure le show avec quelques spots assez impressionnants, et Ah oui, ce soit Et bien voilà. engagé, voilà, ouais. Lashley a été bon quand même, dans la cage, la puissance et tout ça. Eric Young, ben comme je le disais dans ma review sketch, et que donc Showtime a relevé, ouais, ben, j'étais quand même assez impressionné sur son spot là où il porte quand même, bon, Harris c'est sûr c'est un poids plume, mais Lashley est au-dessus, ça au moins il a bien fait cette prise, donc c'était bien fait aussi évidemment le truc où il se met tout en haut là de la cage évidemment, où tout le monde se renverse d'un coup, donc ouais. Voilà, après là aussi Lashley qui défonce la cage avec le spear bien sûr, qui se met hors service du coup. Donc et ça a donné du coup un bon échange. C'est vrai que je comprends pourquoi Showtime a envie de voir Main Event Bound for Glory, parce que c'est vrai que Austin Harris contre Eric Young sont quand même deux très beaux talents, ça y a pas à dire. En plus, Austin Harris, ben, ouais, en 2012, il avait vendu la pâtée, littéralement, hein, la purée comme même. Il était champion, et puis il avait fait un règne absolument sublime aussi, hein, justement. C'est peut-être le plus beau règne que j'ai vu depuis pas mal de temps, celui qui avait d'Austin Harris. Avec Young, il faut encore un peu plus, et il est peut-être pas forcément gâté par cette avalanche de segments, mais après, oui, c'est sûr que comme fighting champion, il se débrouille très bien, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Je ne pense pas. Donc, on va passer aux notes, les fameuses notes sur 10. Bah, le temps de vous la demander, je vais passer à celle de Showtime, qui lui a donné 7,5 sur 10. J'ai arrondi parce qu'il est mis sur 20. Et lui, il a vraiment pris son pied. Mention spéciale au public, qui est excellent pour le coup. Merci à eux. Pour lui, c'est bien mieux que Lockdown. Il faudra juste un peu rallonger les matchs, un peu période désormais. Voilà. Moi, je vais mettre 6 parce que c'est bon, c'est vrai, mais à l'exemple de Lockdown, justement, c'est correct, c'est policé, il y a un manque de prise de risque, je dirais.
Et là, je rejoins un petit peu ce que disait Pierre tout à l'heure. Oui, non pas que je demandais des interventions à la fin, mais sinon voilà. Et puis c'est vrai que ça parle encore trop et c'est pénible. Voilà. Et du coup, ça nous fait des matchs, c'est vrai, pas trop longs. Et c'est un peu pénible pour un pay-per-view. On veut voir du catch, wrestling. Alors Pierre. Ce serait justement intéressant de comparer sur 3 heures de show combien de temps il y a in-ring comparé à la WWE, qui est pas forcément une grosse fédération connue pour la durée de ses matchs. Mais ce serait intéressant de comparer juste sur là, hein, pas aller plus loin. Mais voilà quoi. C'est juste comme ça, on verra ça. Et sinon, bah je vais donner la même note 6 parce que y a rien d'abominable à part le match de knockout qui est vraiment mauvais. Mais sinon, ouais, c'est un bon pay-per-view. Heureusement qu'il y a le main event et le leader match du début, parce qu'entre les deux, c'est bouche-trou, c'est pas formidable, et bon, voilà. Il y a aussi le Texas Deathmatch qui est plutôt pas mal. Donc ouais, 6. Moi, je vais mettre plus de catch. D'accord. Je vais mettre un bon 7 pour ce pay-per-view qui m'a globalement bien plu. J'ai tendance aussi à comparer ce pay-per-view à Sacrifice, qui était le dernier pay-per-view qui était il y a 2 mois, je crois. Et c'était déroulé dans l'Impact Zone. Là, on est enfin sorti de l'Impact Zone et ça change, je vais pas dire tout, mais ça change beaucoup de choses dans l'appréciation que j'ai du produit et dans l'ambiance. Il n'y a pas photo, donc ouais, je vais monter à 7. Ah bah ouais, bah à l'arrivée ça fait un bon rendu pour un show latiné, 6,63. Donc à l'arrivée, ben voilà, la confirmation de nos avis. Vous pouvez regarder, mais bon, c'est pas un must-see non plus. C'est sûr, ça va pas vous faire par rapport à un match de la Coupe du Monde, par exemple, à moins que ce soit Japon, Grèce, par exemple. Voilà, faut pas, voilà, c'est sûr. Mais sinon, voilà, est-ce qu'on demande de l'avis général? On demande encore un peu plus de catch. Opener, le Texas Deathmatch. Last Man Standing Match, merci. Sinon vous faites Opener, Texas Deathmatch et Main Event et vous avez fini. Voilà. Ouais, bon, voilà. Oui. Je prends la formule officielle. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Corporate. Et donc, est-ce que tu auras une version corporate sur les deux petits sujets sur lesquels on va venir là, avec d'abord la TNA qui pose clairement la question du retour du ring à 6 côtés, qui avait fait quand même la renommée de la TNA, sa marque jusqu'en 2010, et l'arrivée de Hulk Hogan et Eric Bischoff qui ont fait que c'est passé à 4 côtés. Bon, moi, autant dire que je suis méga fan, il n'y a pas à dire. Là aussi, Showtime qui s'écrit enfin. Pour lui, c'est génial, c'est ça TNA, c'est ça qu'il veut, et jamais ils auraient dû changer. Et lui, il a sauté de joie, mais attention, faut pas s'emballer parce que ils sont capables de faire une couille, à mon avis. Mais évidemment que le 6 côtés, pour moi, il a recommandé. Alors, Pierre, justement, parce que toi, t'as pas vraiment vu le 6 côtés. T'as pensé quoi? Je l'ai vu 1 ou 2 matchs avec le 6 côtés. C'est assez particulier, quoi. Ça pourrait donner un charme supplémentaire à la TNA, mais ça pourrait aussi, comme les catcheurs se sont exprimés dessus, hein, il y a Harris qui est contre, et il y a qui encore. Oui, Tom Carter 3, mais comme je le disais, mais lui on s'en fout. Lui dans un ring hier, à 4 côtés, c'est pénible alors. C'est clair. À 4 dans un ring à 4 moi je le côtés, comprends. c'est le même niveau, quoi. Je le comprends, hein, parce que attends, déjà qu'à 4 compliqué, donc faut pas ajouter les côtés avec lui. Hein. Et je pense que c'était les cousins Otier qui nous avaient dit qu'ils avaient c'est ça, évolué dans un 6 côtés, qu'ils avaient dit que c'était un peu déstabilisant. Donc je peux comprendre qu'il y ait une partie du roster qui soit perdue, mais en même temps, quoi, ça fait la renommée de la TNA aussi, quoi. Il y avait bien sûr les catcheurs qui étaient aussi qui ont fait en sorte d'amener de la qualité dans le show, mais ça faisait aussi l'identité, l'ADN de la TNA. Le ring à 6 côtés, c'est toujours ce qui m'a un petit peu intéressé avec la TNA, même quand je regardais au début de la WWE, quand on me disait ça, je fais tiens, peut-être que je regarderai un moment. C'est vrai que ça pourrait ramener un certain plus. Après, c'est pas la priorité, quoi. Clairement pas la priorité pour une fédération que de se dire tiens, notre ring on fait 4 ou 6. Enfin voilà, quoi, je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est une question fondamentale. Je pense que faudrait que le produit s'élève plus, et remettre un ring à 6 côtés, ça entraîne aussi un certain temps d'adaptation pour les catcheurs, je pense. Et du coup, je pense que le produit en pâtirait pendant un petit moment. Je partage pas trop cet avis, et Seb. Moi je suis totalement pour le retour du ring à 6 côtés, hein. N'en déplaise à notre collègue québécois, moi je suis pour MP, totalement. Parce qu'il faut quand même préciser. Pour ne pas le citer.
Non, mais moi je vais vous avouer que c'est à l'origine pour ce ring que j'ai suivi la TNA et pour cette raison aussi un petit peu que j'ai continué à la suivre, que j'étais fan de cette fédération et donc ça me ferait vraiment plaisir de retrouver ce fameux ring à six côtés si particulier. D'autant plus que avec la TNA, j'ai pas envie de voir une simple copie de la WWE, mais j'ai envie de voir une alternative. Et quoi de mieux que de proposer une alternative que si t'as un autre ring. Donc pour moi, je Mais suis totalement pour. Mais je suis assez d'accord avec Austin Harris qui disait que c'était pas au public de décider, que ce genre de décision, ça aurait dû se faire en interne. Tu vois, c'est un Oui, truc après, qui voilà. aurait dû être beaucoup plus préparé que ça. Je suis désolé de faire un peu le rabat-joie de service, mais c'est très mal préparé, quoi. C'est bonjour, on fait un sondage, coucou, vous vouliez le psychoter? Bah bien sûr, vous êtes des fans de la TNA. Voilà, Ah, quoi. sur la forme, on est d'accord, hein, c'est très mal fait. Toujours, c'est très mal fait. Ça aurait dû se faire en interne avec les catcheurs, alors que là, t'as l'impression que les catcheurs l'apprennent en même temps que les fans. Et en plus, il n'y a aucune garantie qu'ils reviennent, même si le résultat est favorable. Hein. C'est ça le problème, ouais, que je me... Voilà. Voilà. C'est un sondage, c'est un peu comme les sondages de www.com, quoi. C'est sur les Slammy rivalités. Awards. Voilà, quoi. C'est un peu, c'est un peu n'importe quoi. Ça sert à rien, je pense. C'est un peu, je pense, pour créer un peu euh, que ça parle un petit peu autour de la TNA, quoi. Il manque d'attrait et du coup ils ont besoin de ça, quoi. Voilà. Ouais. On verra, mais on a Ouais. peut-être vécu le dernier pay-per-view avec un ring à quatre côtés. Hein. Bah, Je on pense verra. pas. Mais est-ce qu'on n'a pas vécu le dernier pay-per-view justement sans Matt Hardy? Matt Hardy a annoncé le retour pour les shows qui sont enregistrés à New York. Matt Hardy qui était à la TNA en 2011 juste 9 mois et puis qui avait eu une fin de run malheureuse parce que il s'est fait choper en état d'ébriété, il avait provoqué des accidents de voiture donc il avait été carrément viré de la TNA en fait. Et donc il est annoncé le retour, sachant qu'il continue à bosser quand même avec la ROH aussi et la Ring of Honor. Donc je sais pas, est-ce que c'est viable, sachant qu'il est annoncé en équipe avec Jeff Hardy justement, évidemment, pour repartir sur les Hardy Boys. Seb, tu penses quoi? Oh, le premier règne règne de Matt Hardy n'a pas laissé un souvenir Enfin le run, mais impérissable. oui, parce qu'il a Run, jamais eu de voilà. titre. Il disait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc ouais, le premier run de Matt Hardy n'a pas gravé ma mémoire particulièrement. Même au contraire, j'ai été très déçu, notamment de sa méforme physique. Je lis ici et là que apparemment il est de nouveau en forme physique, donc j'attends de voir. Mais bah oui, ça peut être intéressant d'avoir les Hardy Boys de retour, d'autant plus à New York City, qui est une foule très active. Donc ouais, moi j'attends de voir. Hein. Ça peut être intéressant. Le Showtime il se demande parce qu'il fait du bon boulot à la ROH. Je suis un peu moins sûr de ça, mais enfin je sais pas, c'est assez disparate je dirais à la ROH pour regarder assez souvent. Surtout qu'il apparaît de façon aussi disparate en fait. Il est très très indépendant un peu partout et surtout qu'il a remis aussi avec son frère Jeff là début 2013, c'est l'année dernière la Omega leur fédération. Lui il aurait préféré le retour d'autres ex-TNA, bon évidemment hein, pas d'influence mais ils viennent de partir, ils vont débuter à la ROH. Jelly Shell aussi, lui, il aurait voulu, et puis il se dit voilà que ça peut être sympa les frérots, que ça peut être des matchs par exemple sympas contre les Wolves, il pense. Et puis il se dit pourquoi pas un retour de Generation Me, enfin Young Bucks, que les Wolves veulent absolument faire revenir, mais lui voilà, pareil que Seb, les enregistrements à New York s'annoncent vraiment sympa. Donc Pierre, est-ce que tu penses que Matt Hardy ça peut être une bonne addition à la TNA? Ça peut, bon, voilà, quoi, c'est un peu, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Et puis, l'association Hardy Boys, va forcément créer de la pop, va sûrement rajouter de l'ambiance assez chaud à New York City. Donc c'est forcément un ajout de poids, hein, je pense, sans mauvais jeu de mots. Pardon. Excusez-moi. Quoique là, il s'est légèrement affiné. Ouais, voilà, c'est des vieilles blagues sur Matt Hardy, sur Fat Hardy, tout ça qui reviennent. C'est vrai qu'à l'époque, il avait pris du poids, faut avouer. Enfin voilà, c'est bien, surtout s'il revient en forme. Après, voilà quoi, c'est pas un retour essentiel, je pense. Hein, de toute façon, ça va pas faire, ça va Non, pas forcément changer la vie de la TNA, c'est mais événementiel, quoi, voilà. c'est événementiel. Ouais, voilà, c'est événementiel. Y a rien d'autre à dire. C'est bien, mais c'est pas non plus fondamental. Très bien.
Bon, mais sur ce, à moins que Seb ait retenu une autre news que je n'ai pas saisie, qui soit assez fondamentale. Non? On peut dire rapidement que Tommy Dreamer sera de retour Ah ce oui, jeudi à Impact. Bah oui, c'est parce que c'est vrai qu'il y a toujours une petite, parce que Lost of Hardcore qui dirige, il y a toujours une petite, on le sait, ils ont enregistré un When Not Only toute fin d'année 2013. Chez eux, là, pour Pixie, la région de New York, c'est pas innocent tout ça, bien sûr. Donc, oui. Tommy Dreamer lance ce qui était passé par ATN, le clan Eevee 2.0, et depuis, il a gardé des liens. Il est un peu agent libre, d'ailleurs, à ATN, je crois. Donc, je suis pas surprenant, c'est vrai. Oui, tu fais bien de le dire, oui. Donc, voilà, ça peut donner quelques... Même si la Softcore, c'est pas vraiment une fédé à part entière, je dirais. Dans le sens où il n'y a pas de roster fixe, soyons honnêtes là-dessus, quoi. Voilà. Ou alors à part Terry Funk, mais oula, le main event Terry Funk contre Eric Young, ça peut être terrifiant, ça. J'ai pas envie de voir ça. Moi. Oui. Voilà. Mais voilà, non, mais sinon, bon, on verra. Mais surtout là, comme aujourd'hui, je faisais une interview je voyais une interview de David Richards, où il demandait, il disait, oui, le produit TNA, c'est vrai qu'il était beaucoup concentré sur la parlotte. Maintenant, faut faire du wrestling, et ben voilà, faut tenir la parole. Maintenant, faut faire du wrestling. C'est le cri du cœur, voilà. Et sur ce, on va passer aux partenaires avec FN Lutte, Vox Catch, où donc je fais la review de ce pay-per-view là, TNS Anniversary, et il y a aussi les reviews maintenant de Raw qui sont faites par Top Level et Qui se met enfin au boulot. Et ouais, non, c'est très bien, bravo à lui. Attendant de l'entendre un jour en jour. Un beau jour, Peut-être. hein, voilà. Un jour. S'il est sobre. Ouais, c'est surtout le problème en fait. Ouais. Et ensuite, donc la Wrestling Evolution League, Instant Catch, Catch Asylum donc de Showtime. Merci pour sa réaction. Révolte, la radio de Kevin que vous entendrez sans doute au prochain Lane and Wessels. Wrestling Original, oui j'ai oublié. Vous pouvez nous suivre donc sur le Twitter @WSS sur le Facebook WSS Radio entre parenthèses officiel. Nous écouter sur YouTube, sur iTunes, sur Archive, et même voir aussi tous les fichiers qu'on a sur Tumblr. Le MP a fait tout le boulot et on vous a rajouté dernièrement des liens sur le Facebook. Ouais, si vous ne nous trouvez pas, c'est que vous êtes aveugle. Ou que vous n'avez pas Facebook. Et puis sinon, vous pouvez toujours quand même nous demander des informations si vous le souhaitez. Par mail à l'adresse wesselsradio@gmail.com tout en minuscule, tout attaché, ou nous écrire sur le forum Wessels, bien sûr. Ou nous envoyer des chèques aussi, ça marche aussi. Hein. Ah oui, bah des virements, et voilà, c'est ça, par PayPal. Faudra qu'on fasse ça, oui. Et donc au programme. Le programme, ça sera Late Night Wrestles qui sera donc tout début juillet. Avec un concert de Renault sur le thème de Money in the Bank. Je le réclame, à corps et à cri. Voilà, sur Money in the Bank. Et ensuite, on vous détaillera la suite du programme qui s'annonce assez intéressante tout au long de l'été, où donc on aura le Seyant Variné Grégory 10. Une autre interview aussi, voire même deux autres, mais ça, on vous en dira plus. On peut pas préciser pour l'instant tant que c'est pas officiel, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres podcasts à venir. Donc, à la prochaine déjà pour un numéro de la TNA, et puis à très vite pour un autre numéro de WSS Radio. Voilà. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Et merci à vous pour le live, au fait. Ladies and gentlemen, EC3. I've been fighting all my life for the man I am inside. I believe the plan for me is plain to see. A man of steel, a fast machine, my pockets full of cash and bling. Greatness is my only destiny. Brightest stars of any night can
love of my life. I'm a skyscraper falling